Aujourd'hui, dimanche 9 octobre, on peut dire que je suis un docteur heureux. Heureux d'avoir vu un show de catch plutôt intéressant, bien que pas parfait, et heureux d'avoir vu l'un des catcheurs les plus divertissants de l'histoire de la WWE revenir sur le devant de la scène. C'est donc l'heure de faire la consultation de Extreme Rules, et je vais vous dire, j'espère qu'aujourd'hui j'aurai pas de problème sur YouTube, puisque hier j'ai fait donc la consultation de SmackDown, je l'ai balancé sur YouTube, les paramètres de monétisation marchaient pas, et je me suis dit bon, ça va le faire dans la journée, c'est pas grave, je vais balancer la vidéo comme ça, après je peux me reposer. Parce que, croyez-moi, quand on fait des vidéos tous les jours sur YouTube, il faut véritablement saisir les moments de repos. Et bref, au final, il semblerait que la monétisation est déconnée toute la journée, donc je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, on verra bien. Entre ça et le fait que j'ai plus d'internet parce que probablement un technicien SFR est venu arracher mon câble pour brancher la fibre du nouveau voisin, et bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai quand même pu regarder Extreme Rules avec quelques coupures, mais c'était quand même plutôt pas mal. Le clip d'ouverture notamment était plutôt intéressant avec cet enfant là qui disait mais qu'est-ce que c'est que Extreme, et ce clip avec Polyman qui fait la voix off, je me suis mis directement dans l'ambiance. Et ce premier match, mes amis, cette bagarre entre Imperium et les Brawling Brutes, un 3 contre 3 extrêmement épique, extrêmement intense, j'ai adoré la physionomie de ce match. Bon, effectivement, le concept du match en lui-même, d'ailleurs je saurais même pas vous dire exactement c'était quoi le nom de ce match, tellement c'était compliqué, c'était plutôt marrant, c'était un petit peu l'image d'un pub avec voilà des fûts de vin, deux bandes en fait qui s'affrontent, ça faisait très Peaky Blinders, mais le résultat a été excellent. Franchement, j'ai trouvé que tous les artisans de ce match étaient plutôt bons. Alors bien entendu, le face-à-face entre Sheamus et Gunther était particulièrement attendu après leur 5 étoiles de Clash at the Castle. La foule était littéralement en feu. On a même eu droit à nouveau à la fameuse soumission qu'avait faite Sheamus contre Gunther du coup vendredi lors de SmackDown, où Gunther avait tapé 2 fois sur le sol et tout le monde pensait qu'il avait abandonné. J'ai beaucoup aimé le storytelling par rapport à ça. Sheamus également qui se fait exploser un Shillelagh sur le dos, alors ça c'était plutôt impressionnant. Et à la fin, victoire logique entre guillemets des Brawling Brutes. Et comme on l'avait dit dans les pronostics, Gunther a été protégé, ce n'est pas lui qui a perdu mais c'est Vinci, et ça permet enfin à Sheamus d'avoir une victoire importante dans cette guerre de clans entre ces deux bandes. Je pense que cette rivalité n'est pas terminée, et pourquoi pas un troisième volet entre Sheamus et Gunther, à nouveau pour le titre intercontinental, avec cette fois-ci pourquoi pas une victoire du Celtic Warrior. Et je vais vous dire, cet opener je l'ai vraiment adoré, et je pense qu'on l'aurait jamais eu sous Vince McMahon. Je vais vous dire, j'ai eu l'impression de revoir les meilleurs matchs par équipe des NXT TakeOver, et à l'époque les NXT TakeOver c'était chapeauté par Triple H. Alors on a ensuite une petite promo du Miz backstage qui est plutôt intéressante. On va avoir plusieurs vignettes comme ça où le Miz va notamment être en discussion avec la mascotte du coup de la reine de Philadelphie, et bien entendu ça va amener à Dexter Lumis qui va le fracasser comme à tous les épisodes de Raw. Et d'ailleurs fait intéressant, il semblerait que Dexter Lumis soit bien face malgré tout. Ronda Rousey face à Liv Morgan du coup pour le titre de championne féminine de SmackDown, et un match que j'ai trouvé un peu décevant. Pas mal de ratés, c'était pas très fluide, on a senti que Liv Morgan voulait montrer au public et aux fans derrière leur télé qu'elle était entre guillemets légitime, qu'elle était crédible dans son rôle de femme extrême, de catcheuse, de championne extrême, mais j'ai trouvé le résultat plutôt moyen. Il y a eu quelques bonnes choses dans ce match. Alors la psychologie par rapport à l'utilisation de la batte était plutôt intéressante. C'est d'ailleurs Liv Morgan qui a pris le premier coup de batte directement dans le ventre, et quel coup, c'était quand même assez énorme. Et au final, Ronda Rousey a réussi à faire abandonner Liv Morgan, donc malgré tout, après plusieurs tentatives de soumission. J'étais un petit peu surpris, je pensais qu'ils allaient aller plus loin avec le règne de Liv Morgan, mais c'est clair que perdre 3 fois de suite pour Ronda Rousey face à Liv Morgan, ça aurait quand même vraiment mis un coup d'arrêt à sa carrière du côté de la WWE. Ronda Rousey est donc une nouvelle fois championne de SmackDown. Et concernant Liv Morgan, du coup, elle a perdu sur une soumission où elle a entre guillemets perdu un petit peu la tête, enfin, elle a perdu connaissance surtout, et elle semblait un peu sourire, c'était extrêmement bizarre. Et depuis, elle a passé ses réseaux sociaux donc tout en noir. Alors, est-ce que ça a un rapport potentiel avec ce qui s'est passé à la fin du show? Je vous laisserai m'en parler dans les commentaires. Drew McIntyre face à Karrion Kross dans un strap match, et j'ai beaucoup aimé le début de ce match, enfin, si on peut appeler ça le début de ce match, étant donné que la cloche n'avait pas sonné. Alors déjà, premièrement, l'entrée de Karrion Kross, je trouve ça toujours aussi incroyable. Et donc on a Drew McIntyre qui va bien mettre la strap sur sa main gauche, il va la donner à Karrion Kross. Karrion Kross va la refuser 2 fois de suite, la deuxième fois il va la jeter à l'extérieur, ce qui va permettre à Scarlett d'attaquer McIntyre en le tirant. On a une brawl plutôt intéressante qui va démarrer dans le public, donc le match n'a toujours pas démarré étant donné que les straps ne sont pas sur les deux catcheurs. Ensuite ça va arriver dans le ring, et McIntyre qui entre temps aura mis une branlée à Karrion Kross aura eu le temps de lui mettre le strap directement autour du poignet, et donc le match démarre. Alors c'était certes une sacrée baston avec beaucoup de coups de ceinture, beaucoup de férocité, notamment sur l'épaule de McIntyre qui est un petit peu blessé, mais globalement j'ai trouvé ça quand même un peu fade. Je m'attendais à plus en fait. Putain, Karrion Kross
Kross, je l'aime beaucoup, mais déjà quand il était à NXT, j'avais beaucoup d'attentes sur ses matchs, notamment contre Keith Lee par exemple, et quand je le voyais catcher, quand je le voyais dans le ring, ça coinçait, je trouvais ça un peu morose. Et j'ai très peur que ce soit aussi le cas dans les rosters principaux. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ce match, et j'en suis le premier déçu parce que j'avais mis beaucoup d'attentes sur ce Karrion Kross contre McIntyre. Et le finish aussi, c'est discutable, hein. Alors certes, il y a Scarlett qui va prendre la défense de Karrion Kross parce qu'il est vraiment dans le rouge, et elle va tout simplement gazer McIntyre dans les yeux. Alors je sais pas si vous avez déjà pris de la bombe de poivre dans les yeux, moi ça a déjà été le cas dans ma vie, et je peux vous garantir qu'une fois que vous avez le poivre dans les yeux, il n'y a plus qu'une chose qui compte, l'enlever. Et donc c'est comme ça que McIntyre a perdu, puisque derrière Karrion Kross a pu faire son coup de hammer, et couvrir McIntyre pour la victoire. Et donc une victoire plutôt logique pour Karrion Kross qui va continuer de se construire comme étant un monstre, mais j'attends plus de Kross dans le ring. Bianca Belair contre Bayley pour le titre de championne de Raw, cette fois-ci dans un match de l'échelle, une très grosse rivalité, on l'a couvert lors de toutes les consultations de Raw ces dernières semaines, et je m'attendais même presque à ce que ce match finisse en main event tellement la tension était folle entre les deux catcheuses. Et on a eu un match plutôt intéressant, plutôt correct, une belle utilisation des échelles, Bayley qui a été perfide comme à son habitude, le damage control qui est venu aider du coup Bayley, mais ça n'a pas suffi puisque Bianca Belair a réussi à sortir un petit peu de ce traquenard. Elle a fait notamment un KOD, un double KOD sur Dakota Kai et Io Sky, et ensuite un KOD final avec Bayley qui avait gardé une échelle avec elle. Elle s'est donc pris l'échelle dans la face, et derrière Bianca Belair a pu monter sur l'échelle qui était installée pour aller récupérer son titre de championne. Et j'ai trouvé le match plutôt bon, mais je m'attendais à ce que ce soit Bayley qui gagne, comme ça pour avoir une espèce de continuité dans la rivalité. Ça aurait été peut-être intéressant de changer de championne du côté de Raw, même si encore une fois Bianca Belair fait un travail dingue. Et d'ailleurs j'aurais bien vu Bayley essayer d'attacher la natte de Bianca Belair autour d'une échelle pour monter récupérer le titre, ça aurait été un beau finish. Edge versus Finn Balor dans un I Quit match. Quelle rivalité, quelle histoire entre Edge, du coup l'ancien leader du Judgment Day, et Finn Balor, le nouveau leader. Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc, les cheveux de Edge me manquent. Par contre, j'ai trouvé la nouvelle entrée de Finn Balor très sympa, j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien fait, le remix un peu de son ancien thème, cette espèce de masque sur la tête, le fait qu'il se prépare à faire les gestes qu'il faisait avant mais qu'il ne les fait pas, qu'il reste bloqué, j'ai trouvé ça plutôt pertinent pour Finn Balor. Alors globalement dans ce match on a eu une grosse brawl, c'est parti dans tous les sens, c'est allé dans le public, on a eu pas mal de coups qui ont été donnés. Alors ce que j'aime bien dans les I Quit match, c'est à chaque fois que l'arbitre pose le micro vers les catcheurs, il leur demande si ils veulent abandonner, et les mecs ils disent no, no, comme ça en étant tout essoufflé, et à chaque fois ça m'amuse un peu. Bon, bien entendu de l'overbooking dans ce match puisque le Judgment Day est venu interférer, elles ont aidé notamment Finn Balor, que ce soit Damian Priest, Dominic Mysterio et également Rhea Ripley. Et Rey Mysterio du coup est venu aider un petit peu Edge, mais globalement il s'est fait démonter par son fils en 2 temps 3 mouvements, et derrière on l'a pas revu. Et Rhea Ripley a attaché la main de Edge à la corde, et j'ai adoré le jeu de regard qui s'est passé ensuite. Il y a un plan absolument incroyable où Edge est devant le Judgment Day attaché, cette image elle est vraiment superbe. Donc Edge se fait démonter, ensuite Beth Phoenix, sa femme, vient l'aider, elle le détache, il y a une espèce de bagarre avec Rhea Ripley qui est plutôt pas mal et qui a pas mal excité la foule. Peut-être un match futur entre Rhea Ripley et Beth Phoenix, ce serait intéressant. Et ensuite Edge se fait exploser, mais il refuse toujours d'abandonner jusqu'à ce que Rhea Ripley s'en prenne à Beth Phoenix et qu'elle prépare un concerto, et c'est à ce moment-là que Edge va abandonner pour tenter de protéger sa femme. Et ça je n'en avais pas parlé dans les prédictions de ce match, mais c'est vrai que je voyais pas Finn Balor perdre, et c'était quand même compliqué de faire abandonner Edge, et je pensais également que l'utilisation de Beth Phoenix serait potentiellement la meilleure manière de faire perdre Edge. Et d'ailleurs vous êtes quelques-uns à m'en avoir parlé dans les prédictions de Extreme Rules. Bon, ça n'a pas empêché Rhea Ripley de faire le concerto sur Beth Phoenix, donc ça c'est assez intéressant, et ça veut dire que cette rivalité n'est toujours pas actée et que c'est toujours pas terminé, et qu'on risque d'avoir du grabuge dans les prochaines semaines. Le main event avec Riddle qui affronte Seth Rollins dans la cage du Fight Pit, du coup avec Daniel Cormier en tant qu'arbitre spécial, donc la légende de l'UFC. Alors un match plutôt intéressant, j'ai adoré l'entrée de Seth Rollins, j'ai tout de suite remarqué la référence à Rob Van Dam, du coup quand il fait ça avec les pouces, même sa manière de s'habiller, la queue de cheval, bref on était sur du Seth Rollins en mode Rob Van Dam. Et globalement ça a continué comme ça pendant tout le match, il y a eu pas mal de références, des frog splash, donc je sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'était plutôt cool à voir. Donc concernant le Fight Pit match, c'était une excellente stipulation pour Matt Riddle qui est un ancien combattant de MMA, et donc là on n'avait pas de corde, on avait juste la cage, Daniel Cormier au milieu qui était l'arbitre et qui
qui a fait du très bon boulot. À un moment donné, Riddle a bousculé Daniel Cormier, il lui a rappelé que c'était l'arbitre et qu'il devait pas se battre contre lui mais contre Rollins. Rollins derrière a fait la même chose, pareil, il a été repris à l'ordre par Cormier et le match était plutôt intéressant. Alors ce qu'on retient, c'est ce gros bump là, cette grosse descente de la cuisse, des fesses de Riddle depuis le haut de la cage sur Rollins. Les deux ont dû avoir mal parce que la manière dont il chute quand même Riddle, c'est assez violent. Riddle, il a vraiment dû se péter le coccyx sur le coup et tu le vois juste avant de sauter sur le replay, tu vois la tête qu'il fait, il serre les dents comme ça en mode ah, je veux pas y aller, je veux pas le faire, mais ça va être cool pour les fans, mais quand même je vais avoir mal derrière. Et je pense qu'il a dû, là à l'heure actuelle, il a toujours mal à mon avis de cette descente de la cuisse. Et c'est plutôt pas mal dans cette rivalité puisque Riddle a réussi à faire taper Seth Rollins, il a fait abandonner Seth Rollins, donc il a une victoire maintenant Riddle contre Rollins, un partout balle au centre. On aura certainement le fin mot de cette rivalité, soit lors de Crown Jewel, soit lors des séries en novembre. En tout cas, c'est pas terminé c'est sûr, on va aller sur une trilogie comme habituellement maintenant avec Seth Rollins, que ce soit contre Edge ou Cody Rhodes, et ben maintenant on a la trilogie contre Riddle qui va certainement avoir un point d'orgue très bientôt. Et enfin, le lapin blanc, ça y est, au moment où Michael Cole dit au revoir, l'écran, la lumière s'éteint tout simplement, les flashs arrivent, Michael Cole joue bien le jeu aussi, il dit mais attends, est-ce qu'on est toujours en live là, qu'est-ce qui se passe? Et on a une mise en scène qui est absolument géniale. On a les poupées de la Firefly Funhouse qui sont personnifiées en tant qu'êtres humains, qui sont dans la foule avec tout un jeu de lumière. À chaque fois, on se concentre sur un personnage, il y a le cochon, le lapin, merci The Buzzard, et on a aussi le Fiend à un moment donné, le Fiend il est là, alors la foule explose, elle pop, mais ça dure que quelques secondes, et ensuite on a une espèce de vidéo avec la Firefly Funhouse qui est en état de délabrement, qui est presque détruite, qui est complètement à l'abandon, avec des toiles d'araignée, donc intriguant, excitant. On a un personnage dans une télévision, du coup, avec un peu la voix de Bray Wyatt. On estime que c'est Bray Wyatt, mais il n'a pas le même masque que d'habitude. Et ensuite, on a cette porte-là qui est montée, du coup, sur la scène, avec cette lumière. La porte explose. Et, bah, tout simplement, on voit la lanterne de Bray Wyatt qui arrive comme ça dans le noir. La foule pop. On voit donc Bray Wyatt avec un masque, un nouveau masque. Il arrache le masque. Et là, c'est la giga pop. Alors, franchement, tout le monde savait qu'il allait revenir à Extreme Rules, tout le monde savait qu'il allait être là, mais cette pop, putain, les fans étaient trop contents, les gens étaient trop contents, j'ai popé moi aussi, j'étais trop heureux de revoir Bray Wyatt. En plus on a du mystère, hein. Bray Wyatt est revenu tout seul, donc pas de clan, pas d'Alexa Bliss, enfin tout seul, il y a quand même ces marionnettes qui sont là, on sait pas vraiment quel gimmick il a, puisqu'il est ni en Fiend, ni véritablement en Bray Wyatt du temps où il était le chef de la Wyatt Family, même si ça ressemble quand même un peu avec la lanterne. Je sais pas véritablement ce qui va se passer, quelle va être la suite de l'histoire de Bray Wyatt, c'est quasiment impossible à définir, à deviner, vu le potentiel créatif et le génie créatif de ce mec-là, mais je pense que dès Raw lundi et dès SmackDown vendredi, sans doute on aura quelques petites pistes par rapport à ça. On aura peut-être un clan pour Bray Wyatt, pourquoi pas, peut-être qu'il va reprendre la Firefly Funhouse, je pense pas, j'en sais rien, d'une certaine manière j'aimerais bien, mais peut-être que le personnage du Fiend est mort tout simplement, et que ça fait partie du passé, et qu'aujourd'hui on aura quelque chose de complètement différent. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à me donner tous vos avis par rapport à cette Extreme Rules, et par rapport à ce retour de notre cher Bray Wyatt. Je suis le premier content de revoir Bray Wyatt, et j'ai hâte de voir Raw demain, vite, je veux le voir en scène, je veux le voir en œuvre, et même si ces matchs seront pas incroyables à Bray Wyatt, et bien tout l'univers qui est autour de lui, c'est tellement captivant, c'est tellement fascinant que, à mon avis, on va être diverti, c'est quasiment certain. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.